Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous avez vu ici, c'est toujours un peu ambiance de match de boxe. Et vous voyez qu'on a les pom-pom girls, on a les supporters et on ne vient jamais toujours tout seul de Corse. Vous n'imaginez pas combien nous sommes ravis de venir vous parler d'un phénomène vitivinicole qui se passe depuis, je serais tenté de vous dire maintenant, 25-30 ans. On connaît en Corse donc un renouveau sur l'utilisation de cépages qui malheureusement nous avait été un peu enlevé. On nous avait privé d'une vingtaine de cépages autochtones qui s'avèrent être depuis tout ce temps les éléments d'un niveau de qualité comme je pense jusqu'à présent, qui n'avait jamais été présenté. Alors, en parlant de présentation, je voulais absolument donc nous présenter Doumé Peretti, donc chef sommelier du restaurant chez Pic à Valence. Assistant, et je suis Pascal Léonette. Assistant. Ça viendra, ne t'inquiète pas. Ça viendra. Et je suis Pascal Léonette, consultant en vin, donc depuis maintenant quelques années. On voudrait, encore une fois, dédier une partie de la masterclass à un peu de théorie, parce que c'est fondamental à notre sens de pouvoir vous expliquer les conditions qui nous ont privés pendant tant d'années et tant de temps de ce qui représente aujourd'hui être vraiment une évidence. Dans les années 60, on constate une réelle désaffection pour bon nombre de cépages. Et Antoine Abatucci, pour ne pas le citer, décide, par la crainte justement de ce désintérêt, décide de créer un musée de cépages, de manière à conserver en tout cas l'essence, déjà rien qu'au niveau donc des sélections massales, au niveau de la diversité donc de tout ce qui était proposé. Il décide donc de le maintenir de manière à vraiment ne pas risquer de tout perdre. La deuxième date qui est essentielle, c'est en 1972, un décret de l'INAO, mais de manière radicale, anéantit donc mais ça c'était au niveau national. Moi je le considère comme étant vraiment un véritable génocide viticole. À l'époque, en 1972, une loi décrète que ne vont être conservés que les soi-disant cépages aptes à la production de vins de qualité supérieure. Alors, toutes les régions identitaires sont vraiment décimées. Je pense à l'Alsace, par exemple, où depuis cette date, le Knipperlé, le Gold Riesling, le Traminer donc, ont été interdits donc, de replantation et surtout de production. Et en Corse, on garde 4 cépages. On garde en blanc donc le Vermentine, le Chacarel, le Nielouch et le Muscat. Et je reste persuadé, avec Dominique, avec je pense notre régionalisme assez assumé en Corse, qu'on a perdu, je pense, on a perdu un bon 20 ans donc de 20, 25, 30 ans donc de possibilités d'emploi de ces cépages. Il se trouve que le fils d'Antoine Abatucci, Jean-Charles, qui a hérité du domaine, donc situé à Casalabrive, qui aujourd'hui n'est plus à citer, il se trouve qu'il a hérité d'une collection de cépages historiques, identitaires et bien sûr, malheureusement, donc, ne pouvant pas revendiquer donc une AOP. Et il a dit, voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est la vérité de mon terroir. Donc, déclassement volontaire en vin de France, mais par contre avec la possibilité d'assembler et de présenter donc tous ces merveilleux cépages. Et depuis 25 ans, il a démontré combien la Corse avait en tout cas un potentiel ou une possibilité de vin rouge de qualité supérieure.
Alors ce soir, on va chacun vous présenter 2 profils de ce qu'on pense être le mieux dans notre région. Donc comme vous l'avez compris, on va goûter des vins rouges. Un de Haute-Corse et l'autre de Corse du Sud pour maintenir la paix des départements. La Haute-Corse, la Corse du Sud. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, pour que vous puissiez vraiment les apprécier à leur juste valeur, les vins ont été volontairement rafraîchis. L'idée, c'est de vous les servir autour de 14-15 degrés et que dès que le vin touche le verre, qu'il en prenne un ou deux et qu'on puisse vraiment capter toute la complexité, l'éclat et la subtilité justement des deux terroirs qu'on va vous présenter. C'est goûté, hein, donc tu peux... Donc il faut en rajouter 3 donc, pour le stade. Ah, ça arrive. Parce qu'il en faut 3, il en faut 3 pour la régie aussi. Oui, oui, oui. Bah, au pire, on revient. Il en faut 3, il en faut 3 pour la régie, je m'excuse. Et là-bas, on est, ça va être ça. Comment? Et donc, alors on est parti. J'ai pas mon verre. Attends, il y avait de l'eau. C'est déjà ça. Tiens, je te laisse. Ouais. Super, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc, le premier vin qui vous a été apporté pour la dégustation, les terroirs du Sud, le plus beau terroir qu'on puisse avoir, c'est le Sud. Oui, je vais... Donc ça, c'est une première étape du Riaquist où vous allez voir que les cépages utilisés sont des cépages qui étaient déjà autorisés en appellation dans les années 70, comme l'a dit Pascal. Vous avez le Chacareno et l'Elegante qui ont été assemblés avec un cépage autochtone, donc le Minustale. Le Minustale, c'est un cépage qui a été remis au goût du jour dans la fin des années 90, début des années 2000, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, par Jean-Charles Abatouch qui a commencé à faire ses cuvées, notamment sur les assemblages, toujours sur cette méthode avec les 6, 7 différents cépages. Là, sur celui-ci, on va n'en avoir que 3. Vous allez voir que les profils aromatiques restent quand même bien marqués par le Chacareno qui amène toujours ces notes épicées, de fraises écrasées, légèrement compotées. Ce qui est intéressant, c'est également le côté qui peut rappeler un petit peu le pinot noir, à la simple chose que celui-ci est beaucoup plus épicé, beaucoup plus poivré. Ça donne des vins totalement portés sur la fraîcheur et la légèreté, pas forcément un tanin trop opulent et trop marqué. Je vous invite à le déguster, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà y aller. Il fait grand soif. Donc, pour le premier domaine, on est sur le village d'Olmeto, qui fait partie de l'appellation Corse Sartène. Le vin est déclassé donc en IGP de beauté pour la simple et bonne raison que le Minustale entre dans sa composition au-dessus des 20% autorisés.
Vous êtes sur un profil de vin qui reste toujours sur la gourmandise, hein, l'approche. Le vigneron, c'est Gilles Serroin, c'est un des vignerons qui a permis au renouveau de l'appellation Sartène, notamment. Des sols granitiques sur des très vieilles vignes de Grenache pour l'élégante, aux alentours de 60 ans habituellement, pour ces chacarelles une quarantaine d'années, mais les Minustés le sont plus jeunes. Je vais rajouter quelque chose peut-être sur ce vin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je rejoins totalement Doumet qui parle des terroirs vraiment majeurs au niveau de la Corse du Sud. C'est vrai qu'une base d'arène granitique est toujours propice à la belle adéquation avec autant de cépages qui étaient vraiment inconnus ou oubliés jusqu'à présent. Une note un peu également un peu originale et en tout cas intéressante. On est sur les hauteurs de Tizane et c'est là que Prosper Mérimée a écrit donc le roman Colomba. Pour les personnes, c'est une des régions parmi les plus belles de Corse et qui en plus donc présente des profils de vin qui sont tout simplement remarquables. La valeur ajoutée aujourd'hui d'un assemblage avec du chacarel ou avec du minustel ou avec l'élégante, et comme tu l'as très très bien souligné Doumet, c'est d'avoir déjà des robes qui sont assez étonnantes. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait des tons, alors je m'excuse, on est dans une ambiance un peu tamisée, mais disons qu'on est sur des robes un peu rouge rubis, mais assez pâles. Et c'est vrai que les cépages ne sont pas forcément les plus... Bon, le Minustel, c'est un indice colorant assez important, mais sur ce secteur, il présente une robe qui est assez claire. Mais ce que je trouve d'assez impressionnant et qu'on n'avait pas, c'est un nez avec une forme d'éclat, des dominantes de fruits rouges, de cassis, de cerises, des notes un peu des odeurs même un peu florales, de pivoine, de rose, avec un registre même un peu sanguin, mais qui, à mon sens, se combine de manière magistrale avec les odeurs donc citées précédemment. On était habitué jusqu'à présent à des profils d'équilibre qui étaient souvent rustiques, qui étaient souvent capiteux, qui étaient souvent au niveau de l'extraction tannique, un peu poussés, et je serais tenté de vous dire qui faisaient perdre du fruit, de la consistance et en tout cas de la subtilité. La force aujourd'hui, et j'en passe ton contrôle, Doumé, puisqu'on est un peu chez toi, c'est celui-ci, oui. Ouais. C'est qu'à aucun moment, au niveau de la bouche, et d'ailleurs, je serais tenté de vous dire que les températures de service volontairement fraîches pourraient être la pire des choses en cas de surextraction ou de déséquilibre de tanins un peu trop prononcés ou en tout cas massifs. Et ce qui est génial, c'est qu'à cette température, qui est vraiment, on joue vraiment sur une corde raide, c'est qu'à cette température, on n'a aucun déséquilibre. Ce qu'on va aimer, c'est que c'est des vins qui présentent des attaques qui sont sveltes, qui sont ciselées. Le support alcool est bien sûr très bien équilibré, mais par contre, on a une élégance de milieu de bouche qui permet de garder une fraîcheur et une forme de précision soulignée par la même gamme d'arômes du nez, à savoir toujours cet éclat de fruits rouges, de cerises, de cassis, de rose, des notes un peu de... Il y a même, au niveau de l'épice, des touches assez cannelle. Pour les personnes qui cuisinent, qui ont l'habitude un peu de l'utiliser, c'est vrai que c'est une... je trouve que c'est une particularité qu'on retrouve vraiment sur les terroirs majeurs. Mais là où, et j'en passe ton contrôle toujours, mais là où le vin trouve une forme vraiment de perfection, c'est dans la trame tannique. C'est délicat, c'est distingué, c'est très subtil. À aucun moment, on sent une astringence. Encore une fois, l'idée de la température de service, dès que c'est servi froid, ça va faire ressortir le tanin, le végétal et surtout une astringence très désagréable qui souvent reste en bouche et prend le pas justement sur cette sève, sur cette longueur qui, pour moi, me fait énormément plaisir et est l'assurance donc d'un vin qui... jusqu'à ces 20-25 dernières années, en Corse, pour moi, était inconnu. Alors,
Juste, si vous me permettez, un petit jeu, parce que si déjà on a autant de monde et à une heure aussi peu propice donc à la dégustation et surtout à la masterclass, nous on est des grands gourmands avec Doumet. Mais on serait ravis de savoir avec quoi est-ce que vous aimeriez l'associer ce type de vin. On fait passer le micro bien sûr. Hein, donc, en plus on a une présence féminine assez importante. Donc, mesdames, on compte sur vous. Quelqu'un veut se prononcer? Tant pis, on sera obligé donc de... Doumet, toi, qu'est-ce qui te fait envie là sur ce profil? Moi, une jolie pièce de viande blanche, un joli veau braisé, servi avec juste son jus de viande, quelques légumes de saison, hein, comme on peut l'avoir actuellement, les dernières tomates, pour amener un petit peu d'acidité. On peut s'imaginer ça sur un joli tartare également, peut-être un tartare de veau agrémenté de cédra, sans aller sur trop d'épices non plus, juste avec le citron pour le relever, l'huile d'olive. Dans la simplicité, hein, c'est des vins qui sont là, qui sont très avenants et qui permettent ce type d'accord. Jamais sur les pièces de viande trop maturées, par exemple, qui peuvent prendre le dessus sur le vin. Ce serait dommage. C'est sûr. Toi, hein. Oui, belle association. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce profil, c'est mettre en valeur des volailles à chair brune. Et c'est sûr que le canard, forcément, me vient à l'idée. Travailler un peu avec du chou rouge, avec des fruits rouges, avec quelques champignons qui lui donnent justement un registre un peu terrien. Mais c'est vrai que la chair, des aiguillettes, par exemple, très tendre, très rosée, je pense que sur la délicatesse, sur la subtilité de texture de ce vin, serait vraiment du plus bel effet. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, on a prévu une mise en place où vous êtes obligé de cracher de l'intérieur. Donc, n'hésitez pas. Tout le monde est servi? Oui. C'est bon, toi, tu es servi? Voilà, je profite du fait que normalement tout le monde a été servi en second vin pour vous parler. C'est bon. Pour vous parler d'un secteur pareil, encore une fois, qui démontre très bien l'adaptabilité donc de bon nombre de très vieux cépages avec un niveau de réussite mais vraiment remarquable. Sur cette référence, on se trouve dans le secteur, on est en Balagne, on est à Loumio exactement, à quelques encablures de Calvi, au Clos Coulombe, qui ces dernières années monte sur un niveau, je serais tenté de vous dire, de qualité et de propositions
qui pour moi aujourd'hui le classe parmi les meilleurs producteurs donc, de son secteur. La particularité donc, de ce domaine, c'est d'avoir, bon, c'est assez étendu, mais il présente dans sa gamme Storiadi toute une collection de vieux cépages sur les 3 couleurs, en vin blanc, en vin rosé et en vin rouge. Ce soir, on ne résiste pas au plaisir de vous présenter avec Doumet un Storiadi Ijo. Ijo, à l'époque, c'était les nobles. Oui, c'était les nobles. C'était les nobles et en Corse, il y en avait aussi. Et ça a été pour le Clos Coulomb une façon un peu de les célébrer. On se trouve sur un terroir monzogranitique qui est très propre justement au secteur de Lumio. Et le domaine est en cours de conversion en biodynamie. La particularité de ce vin, c'est de présenter un assemblage de 7 cépages. Vous avez du Niluccio, il y a du Chacarello, du Murescone, du Carcaio Lunaire, ou du Minustelo, il y a de l'Aleatico et un cépage qui s'appelle le Vintaggio. Encore une fois, lorsque on l'a goûté, ce vin avec Doumet, on s'est dit ça, il faut absolument vous le proposer parce que on va se rendre compte combien aujourd'hui, bon alors c'est un millésime 2020, c'est très jeune, mais combien aujourd'hui un assemblage va permettre alors, de trouver toujours au niveau justement des gammes d'odeurs cette forme d'éclat qui rappelle un peu les baies, qui rappelle la mûre, qui rappelle le cassis. On a des notes un peu de fruits rouges qui rappellent la cerise, un peu la fraise également, mais des notes assez terriennes. On retrouve un peu l'humus, un peu la terre. C'est un registre odorant qui présente vraiment de la classe, vraiment de l'éclat, mais avec un potentiel, je pense, oui, au niveau de la gamme d'odeurs qui va demander un peu plus de temps que le précédent, d'où l'ordre de service. La bouche, je l'adore parce qu'elle est svelte, elle est ciselée. Le support alcool, pareil, on est toujours sur un registre, c'est pas entêtant. On n'a pas un vin qui est surpuissant et qui présente justement une forme d'élégance un peu plus rustique que le précédent. Et alors, au niveau de la gamme d'arômes, c'est un délice également en bouche. Et le vin s'appuie sur une trame tannique un peu plus ferme. Le vin de la belle persistance. Et c'est vrai qu'on est, encore une fois, sur un des modèles, un des exemples qui, à notre sens aujourd'hui, les deux sont plus que représentatifs de la réussite, justement, de ces emplois de très vieux cépages. Encore une fois, nous, on parle en Corse de riaquiste ou viticole. Le riaquiste, ou ce terme, désigne l'action de se réapproprier quelque chose qu'on nous avait enlevé. Et on est exactement donc, dans ce cas, au vu donc, de cette loi promulguée en 1972 qui a été vraiment, n'ayons pas peur du terme, un véritable génocide en France, mais un génocide viticole. Après, pour la structure, on peut peut-être aussi parler des autres cépages qu'il y a dans ce vin. Hein. Le Carcajo, qui amène toujours cette structure un petit peu plus opulente, la colonne vertébrale du vin. C'est lui qui va amener cette structure tannique hein, sur celui-ci. Le Minustel, comme vous l'avez goûté tout à l'heure dans le précédent, ça amène beaucoup de floral sur des notes de violette, sur profil très infusé de plantes aromatiques. Et le vintage, le vintage c'est le seul hein, à le cultiver actuellement. Et très beau. Hein. On n'a pas eu l'occasion encore de le goûter en monocépage, mais il paraît que c'est un grand cépage d'assemblage, mais pas encore un grand cépage de monoculture. On est ravis de vous présenter ce type de dégustation pour la simple et bonne raison que les vignerons eux-mêmes n'ont forcément pas assez de recul pour savoir quels sont ou ce que valent les cépages déjà de manière intrinsèque, mais également en assemblage. Ce que vous goûtez là, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui l'ont goûté en France.
pour la simple et bonne raison que la Corse est comme vous le savez, c'est une région qui est très touristique, que la consommation locale est vraiment très importante. Bon nombre de vignerons, au mois de juillet, n'arrivent plus à fournir les restaurants. Et je serais tenté de vous dire que culturellement, le vigneron, de prime abord, n'a jamais ou trop peu le réflexe d'en garder un peu pour voir un peu l'évolution et quitte un jour à pouvoir proposer des verticales pour qu'on se rende compte un peu combien ce principe représente une réelle machine à remonter le temps et permet justement de voir un peu, d'essayer d'évaluer le potentiel de garde de ces vins qui, encore aujourd'hui, sont sur lesquels on manque énormément de recul. À table, à quoi ça te fait penser? À table, ça s'appelle peut-être des viandes un petit peu plus puissantes, de l'agneau juste mariné avec des graines de carvi pour suppléer un petit peu ce côté anisé qu'on peut avoir également sur le nez. Ça fait vraiment carvi, sur carvi infusé, avec pourquoi pas un caviar d'aubergine pour amener de la puissance et de l'acidité également. C'est sûr. Ouais. Moi, je pense à ça. Moi. Très belle association. Tu nous donnes faim et ça tombe bien parce faim. que. Ça y est, j'ai faim. Ouais, parce qu'il va falloir. Alors, j'ai faim. Vous savez qu'on dit toujours que les mariages d'amour sont les plus intéressants et en Corse, on est une région assez chasseur. Et on peut profiter justement de l'éclat odorant, aromatique, combiné à cette pointe de fermeté juvénile pour envisager, pourquoi pas, un petit gibier à plumes. En Corse, par exemple, on a des grives, on a du perdreau. Et c'est vrai que, pourquoi pas, travailler un peu en salmi ou avec un peu de fruits rouges. On peut se permettre un féculent, type pomme de terre, de manière à gommer un peu le tanin ou en tout cas à le rendre un peu plus accessible. Et c'est vrai que les combinaisons sont vraiment fantastiques. Qui plus est, encore une fois, dès qu'on va le travailler avec des fruits rouges et pourquoi pas tout ce qui est nez, bida, tout ce qui est un peu thym, romarin, tout ce qui fait le plaisir donc des herbes régionales. Vous savez, ça marche également très très bien. On peut se permettre un peu de myrte. La myrte, ça donne ce côté vraiment très très fruité, mais avec des odeurs un peu sauvages, Et c'est vrai que cuisiner donc avec du gibier, c'est vraiment splendide. Alors, est-ce que on vous laisse le micro avec grand plaisir si vous avez des questions? C'est-à-dire, ça serait très bon aussi avec un gâteau au chocolat. Avec un gâteau au chocolat. Pourquoi pas? Moi, mais valide. Ça appelle, c'est vrai que ça, je suis totalement d'accord avec vous, madame. Ça rappelle un peu le côté forêt noire avec du kirsch, mais c'est vrai qu'on pourrait, pourquoi pas le tenter. Mais moi, je reste persuadé que on peut, sans problème, encore une fois, l'envisager peut-être un peu en cœur de repas, sur des viandes, de manière à ne pas... Mais c'est vrai que là où vous avez raison, oui, tout à fait, mais on pourrait se le permettre pour la simple et bonne raison qu'il y a une pointe de fermeté, mais c'est pas rustique, il n'y a aucune dureté. Ben, sur la génoise, ça marche bien. S'il est vraiment rehaussé Merci. Tout dépend du gâteau au chocolat, comment il est rehaussé, avec quoi il est composé. Ouais. Si je dirais gâteau à la fève de tonka, avec ce vin, ça serait merveilleux. Et encore une fois, sur l'idée, je me suis permis donc de citer la forêt noire, parce que c'est une base de génoise. Oui. Et la génoise a, dans sa consistance, je pense, ce côté très aéré, très aérien, qui ne rentrera pas trop en opposition donc avec justement cette légère pointe de tanin qui se fait sentir. Mais oui, c'est très intéressant. Il est super bon. Je suis ravi que ça vous plaise. Ouais. Ravi que ça vous plaise. D'autres personnes souhaitent se prononcer ou Alors, il ne nous reste plus qu'avec Doumé, donc, et au nom du comité des vins de Corse, de vous remercier 1000 fois pour votre présence, parce qu'on est conscient que c'était la masterclass, à mon avis, la moins évidente. Vous remercier pour votre gentillesse, pour votre attention, et vous encourager encore une fois à l'avenir sur des cuvées vraiment
issu donc de tout ce qui représente, nous, ce qu'on appelle les cépages Neustral, peut-être le réenvisager et si vous en trouvez sur des cartes, essayez d'en goûter parce qu'on reste persuadé que l'avenir pour nous est... Tu peux juste donner le micro, madame. L'avenir pour nous va dans le sens vraiment donc des très vieux cépages. Pardon, c'est juste j'y pensais parce qu'on a goûté que des vins rouges, mais est-ce qu'il y a des vins blancs? Vous voulez que je vous resserre, madame? Non, non. Là, je vois votre verre vide et vous nous envoyez, mais ravi. Là, s'il vous plaît, quelqu'un peut resservir la dame? Non, non, ça ira. Oui, je suis en voiture, donc... Ah non, je me posais la question sur le vin blanc, en fait. Est-ce que vous avez... Non, non, honnêtement, non, ça ira, merci. Voilà. Oui, madame voudrait, s'il te plaît, que vous n'imaginez pas comme on est ravis de voir des verres tendus. Là, c'est... Alors oui, ce qu'il faut savoir, pour répondre à votre question, madame, donc nous, si vous voulez, aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on a apporté, c'était essentiellement des vins rouges, mais sachez que l'équivalent en blanc, en très vieux cépage, est d'anthologie. Et ce que ça apporte, on est passionné par les définitions donc en monocépage du Vermentine, qui jusque-là nous a prouvé que c'était un des immenses cépages. Donc le Vermentine, je le vois toujours comme une éponge à terroir. Et c'est vrai que qu'on soit sur du granit, qu'on soit sur de l'argilo-calcaire, qu'on soit sur du schiste également, ça donne des profils qui sont tout simplement remarquables. Mais disons que toute cette palette de nouveaux cépages, comme le Genovese et comme le Pagadeb, comme un bon nombre de plants qui assemblés ou non, le Broustiano également, mais sont dans l'avenir vraiment des supports donc d'élaboration de très grands vins. Parce qu'il faut imaginer que dans les conditions actuelles, avec le réchauffement climatique, les Vermentines ont souvent tendance à manquer un petit peu d'acidité. Et d'autres cépages comme le Genovese et le Rimenez peuvent l'apporter naturellement pour des assemblages. C'est pas encore autorisé en AOP, mais ça viendra. Voilà, c'est tout pour moi. Mille merci pour votre attention et bonne fin de salon et au plaisir de se revoir en dégustant du vin corse. Merci beaucoup.